Voilà, donc effectivement, bienvenue à ce webinaire avec une société qui se propose de révolutionner le modèle de la location de voitures en misant sur le digital. Je suis avec Eric Poncin, le PDG de la société Tousla, et je suis aussi avec Panayotis Steikos, son directeur général délégué. Bonsoir. À vous deux. Alors, votre actualité, notamment, c'est votre introduction en bourse qui est proposée jusqu'au 13 décembre. On peut y souscrire avec un PEA, un compte titre ou un PEA PME. Et on peut aussi souscrire, bien sûr, quand on est client EasyBourse, par exemple. Et on pourra montrer tout à l'heure comment on le fait. Voilà, donc l'objectif, bien sûr, là, de ce webinaire, c'est de bien comprendre votre business model, votre avancement, surtout vos ambitions et vos projets, et comment souscrire ou participer à cette introduction en bourse. Voilà. Et bien sûr, je essaierai de prendre vos questions et de les poser à nos deux dirigeants au fur et à mesure. Voilà, donc Eric et Panayotis, je vous propose bien de commencer par nous expliquer qui vous êtes et bien sûr qui est Tousla. Bonjour, merci pour cette introduction et merci à tous pour votre présence aujourd'hui et nous permettre de vous présenter Tousla. Je m'appelle Eric Poncin, je suis le président cofondateur de Tousla. J'ai préalablement eu une première expérience professionnelle en créant lejardindeCatherine.com, un site internet de vente en ligne d'équipements et d'outillage pour le jardin qui assez rapidement est devenu leader sur son marché, a multiplié son chiffre d'affaires chaque année pour 6 ans après sa création, réaliser un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2012, j'ai choisi de vendre le Jardin de Catherine au groupe Monsieur Bricolage et j'ai pendant 3 ans été le patron de la transformation digitale en créant notamment le site internet e-commerce de Monsieur Bricolage, le Click and Collect et j'ai accompagné les 350 magasins en France dans leur transformation, dans leur conversion au digital, ainsi que les un peu plus de 150 magasins en Europe et en Afrique du Nord. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Panayotis Steikos, notre directeur général délégué. Merci Eric. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc Panayotis Steikos, je suis directeur général délégué chez Tousla depuis mars de cette année. J'ai rejoint l'aventure Tousla après un peu plus de 15 ans dans la location de véhicules dite traditionnelle, principalement chez Ada Location, groupe coté en bourse qui réalise un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et dans un peu plus de 1000 points de vente en France principalement, avec une flotte moyenne de 13 000 véhicules. Donc voilà, chez qui j'ai réalisé différents parcours, directeur régional. J'ai ensuite dirigé la flotte de véhicules, la partie achat et approvisionnement, et également tout le pôle assurance pour ensuite être directeur général délégué et m'occuper sur les 3 dernières années principalement de la transformation de la marque et transformation digitale avec l'arrivée des véhicules en libre service et également la partie B2B et le lancement d'une offre de micromobilité en partenariat avec Renault qui s'appelait Move in Paris et qui est devenue ensuite Zity. Merci Panay. Alors tout cela, c'est une application qui réenchante la location de voitures, qui la réenchante en offrant une promesse unique à nos clients au travers d'une expérience entièrement digitale, fluide, que va vous détailler Panayotis un peu plus loin. Et puis, c'est une promesse vis-à-vis de nos investisseurs au travers d'un modèle économique extrêmement robuste, data-centrique, adaptable et évolutif. Tout cela, aujourd'hui, c'est une présence dans 2 villes, Paris et Madrid, en Espagne, depuis le mois de juin. C'est une flotte opérée en moyenne de 300 voitures qu'on va faire progresser avec le temps jusqu'à 6000 voitures, dont 20%, un peu plus de 20%, sont déjà électrifiées, soit full électrique, soit hybride rechargeable. C'est un chiffre d'affaires qui progresse d'année en année malgré la pandémie pour atteindre un peu plus de 4 millions d'euros cette année et qui, au fur et à mesure de l'évolution de la flotte, atteindra 80 millions d'euros en 2025. C'est un EBITDA ajusté
qui démontre la robustesse du modèle économique et qui progresse d'année en année également. Alors, tout cela opère sur le marché de la location courte durée. C'est un marché qui est extrêmement profond, qui devrait atteindre 20 milliards d'euros d'ici à 2026. La France est le premier de ces marchés avec un volume d'affaires légèrement inférieur à 3 milliards d'euros. Et 3 milliards d'euros, pour vous donner une idée, c'est un peu plus de 200 000 voitures qui roulent chaque jour et qui sont issues des loueurs traditionnels ou digitaux. C'est un marché extrêmement dynamique avec une croissance organique de plus de 10% par an. Évidemment, cette croissance, elle a été légèrement freinée pendant la pandémie, en tout cas pour un bon nombre d'opérateurs en dehors de tout cela. Oui, c'est une croissance de plus de 10% par an dans les prévisions. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que cette croissance sur toutes les prévisions et toutes les études est prévue pour être particulièrement boostée par les solutions digitales. Alors pourquoi les solutions digitales? Tout simplement parce qu'elles répondent à davantage de besoins. Aujourd'hui, les besoins des consommateurs en matière de mobilité ont évolué, se sont même affirmés, ils ont besoin de disponibilité, de flexibilité, d'efficacité dans toutes les solutions proposées aujourd'hui, et avec en filigrane systématiquement, un filigrane qui devient de plus en plus important, la notion de durabilité, de prise en compte de son écosystème, la notion environnementale à l'intérieur de son activité. Notre vision, c'est que demain, la mobilité sera partagée. Elle sera durable à la demande. Votre prochaine voiture sera une voiture qui sera toujours propre, qui sera dernier modèle, qui sera disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui sera sustainable. Alors, de quelle manière on fait ça? Tout simplement en se recentrant sur l'essentiel, en ayant une vision volontairement customer-centrique, qui fait que on retire les irritants et la notion anxiogène de la location de véhicules traditionnels. Vous avez sans doute, tous ceux qui sont connectés, peut-être eu une première expérience ou quelques expériences en location de véhicules traditionnels, et on est sur un schéma qui est assez systématique, c'est-à-dire que vous réservez un véhicule sur Internet, vous devez vous contraindre à aller en agence pour récupérer votre véhicule, donc au moment des horaires d'ouverture de l'agence, pour ensuite arriver là à faire la queue, vous enregistrer, récupérer une clé de véhicule qui est d'ailleurs souvent différente du véhicule que vous aviez réservé sur Internet, et enfin aller jusqu'au véhicule. L'idée de tout cela, c'est de faire un raccourci sur tout ça. C'est de faire en sorte que finalement, on digitalise tout le parcours qui aujourd'hui vient faire perdre du temps, générer de la déception et générer de l'irritation auprès des clients. C'est-à-dire que chez tout cela, vous allez avoir un process d'enregistrement. On va vous demander, pas de perdre du temps, mais d'investir 5 minutes de votre temps pour vous enregistrer sur l'application en prenant 4 photos. Une photo, un selfie vivant qui va être comparé à votre pièce d'identité, votre permis de conduire et votre carte bancaire. À partir de là, vous êtes en totale autonomie pour réserver votre véhicule, pour aller le récupérer, faire l'état des lieux, photo, de manière à pouvoir vous rassurer au niveau de l'état des lieux qui est pris, sachant qu'il est vérifié au départ et au retour du véhicule. Vous allez pouvoir, pendant votre location, prolonger votre location. Vous allez derrière pouvoir rajouter du kilométrage, ramener votre véhicule systématiquement avec comme seul et unique schéma votre smartphone, parce que votre clé est votre smartphone. Derrière, on est sur une promesse forte. L'idée, c'est de répondre à la promesse client. Pas simplement pas une réponse simple qui consiste à vous donner un véhicule parce que vous avez un besoin de mobilité, mais à répondre à l'ensemble de la promesse client. Chez tout cela, quand vous réservez une Mercedes Classe A boîte auto avec un GPS et un toit ouvrant, vous avez une Mercedes Classe A boîte auto avec un GPS et un toit ouvrant. Vous ne réservez pas sur un site internet un modèle de véhicule pour, au final, arriver sur un schéma avec un ou similaire à l'arrivée au comptoir systématiquement. Je me rappelle globalement sur une précédente expérience, être en comité de direction et avoir
d'un côté la direction marketing qui me dit avoir changé les modèles, les photos des véhicules sur le site internet parce que finalement avec tel ou tel modèle, typiquement une Golf, on a un meilleur taux de transfo qu'avec un autre modèle en termes de réservation. Et derrière, la direction flotte qui explique que elle n'a pas acheté de Golf, mais globalement c'est pas très grave puisque on est sur un schéma de ou similaire. Donc on est dans la même catégorie. Sauf que là, on oublie le client. Et comme on oublie le client, on oublie la notion de service client et qui va générer derrière du repeat. Dernière chose, on répond à la notion d'éco-responsabilité. On veut être un acteur de mobilité durable et responsable, pas simplement un suiveur. Et donc, on fait partie aujourd'hui déjà des loueurs qui sont le plus en avance sur l'électrification de leur flotte pour avoir, comme le disait Eric, déjà 20% de la flotte qui est électrifiée, plug-in hybride et 100% électrique, tout simplement pour accompagner la totalité du marché, la profondeur du marché et accompagner les clients dans ce changement en termes d'économie et d'usage de la mobilité électrifiée. Alors, je vais me permettre une petite question parce qu'il y en a plusieurs qui la posent. Est-ce qu'il existe déjà sur le marché français ou européen des loueurs full digital où on a un process complètement digital avec smartphone? Est-ce que c'est une offre qui existe déjà ou pas? Alors oui, il y a des acteurs qui sont full digital natifs. Typiquement, vous en avez quelques-uns comme Getaround, mais qui a une offre qui est un peu différente et qui est basée sur de la notion finalement de location de véhicules particuliers. Vous avez également un concurrent direct à tout cela qui se trouve être Virtuo, qui lui répond de la même manière globalement que nous, avec une notion moins mobilité durable, à cette notion de digitalisation du parcours client, qui est plutôt orientée aussi gare et aéroport, qui a un peu plus subi effectivement la crise également sur la partie trafic aérien, mais qui globalement répond aussi à cette notion digitale et qui amène en complément de tout cela de la traction sur ce marché. Il est intéressant dans ce schéma-là puisqu'il transforme lui aussi du client de location de véhicules traditionnels vers ce mode de mobilité, et il n'est pas rare d'avoir des clients qui ont les deux applications, tout simplement parce qu'on a toujours par service une ou deux, plutôt deux ou trois applications, de manière à pouvoir prévoir effectivement et faire son benchmark régulièrement, mais il amène de l'attraction et il nous amène également de la clientèle. Ce qu'on peut voir là ici, c'est le NPS, donc le Net Promoter Score. C'est une notation faite par les clients. On demande à chaque client, à chaque fin de location et d'expérience, tout cela, de noter son expérience au global, hein, l'application, le véhicule, le schéma, le système de réservation, la digitalisation. Et on constate que visiblement le prisme qu'on a pris au niveau des services pour les clients est plutôt efficace, puisque on est aujourd'hui sur un NPS moyen qui est au double de la moyenne de la profession en termes de réponse en satisfaction client. Ça marche sur quelque chose d'assez simple, hein. On a entre 1 et 5 étoiles. En dessous de 5 étoiles, donc à partir de 4, le client répond à différentes questions sur le pourquoi du comment il n'a pas mis 5 étoiles, et on le réinterroge ensuite par téléphone pour vérifier l'ensemble de son expérience client. Ici, vous pouvez voir, justement, ça répond un petit peu à la question précédente, un petit peu l'écosystème sur la partie expérience client et sur la partie digitalisation. Donc, on est sur un modèle digital qui nous permet finalement d'avoir une différenciation très forte avec le modèle traditionnel de location de véhicules, qui nous permet également, on le verra plus tard, de réduire forcément nos coûts de structure, et en même temps, ça nous permet une forte adaptation aux besoins des clients, à la notion de customer centric, ce qui crée de la valeur ajoutée et ce qui, de fait, permet également du repeat en termes de clients, de la satisfaction client et donc du retour client régulier
en comparaison à du loueur traditionnel qui est en modèle d'agence et qui, pour ajouter davantage de services, est en général obligé d'ajouter davantage de personnel, de structure et de coûts structurels sur son modèle. Voilà, comme vient de l'expliquer Panaï, tout cela, c'est un parcours client entièrement digitalisé qui rend le client totalement autonome, mais c'est un peu plus que ça, c'est une plateforme servicielle entièrement construite en interne et qui intègre un logiciel de back-office et surtout une application Fleet. Cette application Fleet, elle va créer des interactions au fur et à mesure des datas qui vont rentrer dans la base de données, qui vont nous permettre de solliciter un certain nombre d'interventions sur les voitures, des préparations, des états des lieux, qui vont nous remonter un certain nombre d'informations en temps réel pour entièrement digitaliser le process industriel de tout cela. C'est également une plateforme qui nous permet de communiquer avec l'ensemble des logiciels qui font la richesse de tout cela. Ce sont aussi des algorithmes, plusieurs algorithmes. Par exemple, un algorithme qui nous permet d'anticiper le niveau de réservation à 2 semaines au travers du machine learning. Ici, on fait un focus sur un algorithme qu'on appelle le token generation. On donne des petits mots à nos algorithmes. Ce token generation, il intègre une dizaine d'informations en temps réel. Ces informations sont évidemment les nouvelles réservations effectuées par les clients. Ce sont les prolongations qui peuvent arriver à tout moment du jour et de la nuit. Ce sont les préparations effectuées par les préparateurs qui sont en parking, sont également des données de géolocalisation. 10 informations qui sont traitées en temps réel et qui systématiquement vont faire l'objet d'un gros Tetris, en quelque sorte, de telle manière à aller chercher l'optimisation du planning pour optimiser le taux d'utilisation et le REVCAR. L'enjeu est simple, globalement, une fois que vous avez la flotte et que vous savez gérer votre acquisition client, globalement, vous générez le revenu. L'avantage de notre token generation et de notre système informatique, c'est que contrairement à la location de véhicules traditionnels, il vient optimiser informatiquement tout ce que normalement vous faites en agence traditionnelle. Et donc, il l'optimise au maximum, ce qui veut dire qu'on arrive à des taux d'utilisation qui peuvent dépasser les 90%, ce qui est techniquement une anomalie en location de véhicules traditionnels, puisqu'à 81-82%, vous n'avez physiquement plus de voitures, normalement. Vous avez des agences, vous avez du personnel en agence, mais non plus de voitures à louer. Là, on arrive à aller jusqu'à du 90, 92, 93%, qui est plutôt du taux d'utilisation d'hôtellerie, tout simplement, parce qu'en hôtellerie, on a tous été habitués et contraints bien élevés par les hôteliers, qui consiste à dire je rends ma chambre à 11h et je la récupère à 15h. En location de véhicule, on s'imagine bien que c'est pas possible. Et là, avec le token generation, on arrive à optimiser, à faire en sorte qu'une voiture va rentrer à 3h du matin, être préparée par un préparateur parce qu'il aura reçu une alerte à 3h30, 4h, 4h30 et pouvoir repartir auprès d'un autre client à 5h du matin. D'accord. Là, il y a toujours un préparateur ou est-ce que des fois il peut y avoir quelqu'un qui rend la voiture qui est repris directement par quelqu'un d'autre? C'est des questions qui sont souvent posées. Également aussi sur le lieu de restitution des voitures. Est-ce que c'est toujours dans des endroits, je dirais, normalisés? Alors, merci pour les questions. Effectivement, il y a une petite chose qu'on n'a pas précisée. Le service, tout cela, ne s'opère pas sur un service de mobilité dans la rue. On n'est pas en surface. On est sur des stations en parking souterrain, ouverts 24 heures sur 24, sur des places dédiées à tout cela. Et donc, les clients peuvent au choix récupérer la voiture en station ou éventuellement en bas de chez eux parce qu'on a mis en place un service de livraison reprise en bas de chez vous directement. C'est-à-dire qu'on vous livre le véhicule en bas de chez vous de manière désynchronisée. On va vous la livrer à 4h, 4h30 par exemple si vous avez un départ à 17h par exemple. Et donc, vous allez récupérer votre voiture comme si vous alliez au parking, sauf que vous allez directement en bas de chez vous et vous allez la ramener au même endroit. Le but étant, comme le disait Eric tout à l'heure, que votre voiture ne vous coûte que quand vous l'utilisez. Réellement, vous sortez de chez vous, vous récupérez votre voiture, elle commence à vous coûter, vous rentrez chez vous, vous ramenez votre voiture en bas de chez vous et elle ne vous coûte plus rien. L'idée derrière, c'est que en termes de préparation,
on est systématiquement sur un véhicule qui sera préparé avant votre départ. C'est-à-dire que les préparateurs reçoivent des alertes, l'algorithme vérifie si le véhicule a été préparé et checké par un préparateur. Il va laisser une plage horaire de 4 heures maximum entre deux locations, de manière à permettre le temps de préparation systématique entre deux véhicules, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Et si un véhicule qui était réservé pour un client n'est pas préparé, l'algorithme va changer l'immatriculation du véhicule en tenant compte de la promesse de départ qui est « je prends une autre immatriculation au sein du même modèle ». D'accord. Et le préparateur, encore une question, le préparateur est un employé de tout cela ou c'est aussi, pourquoi pas, un employé du parking qui serait mutualisé? Le préparateur n'est pas un employé de tout cela. Le préparateur est un prestataire externe. On a plusieurs prestataires. On a fait le choix d'avoir plusieurs prestataires pour deux raisons. D'abord pour la flexibilité par rapport à l'évolution de la demande et ensuite être capable, avec 3 prestataires différents avec qui on a contractualisé, qui ont leurs propres salariés, qui sont parfois en fait des prestataires qui sont internes au parking et qui sont sur place systématiquement pour nettoyer les véhicules. Et ça nous permet effectivement d'être serein sur l'absorption du ramp-up en termes d'évolution du volume d'affaires suite à l'IPO. On a anticipé tous ces éléments-là de manière à être prêt à pouvoir effectivement appuyer tout de suite sur l'accélérateur, si je puis dire, au niveau de la partie préparation. Ce que vous voyez là, c'est le modèle économique. Cette partie flexible sur la partie préparation notamment, c'est la bonne transition. Ça nous permet effectivement, de manière générale, avec toute cette digitalisation et le schéma en temps réel, la flexibilité complète du digital nous permet effectivement de réduire de manière importante les charges. Alors on s'est comparé par rapport à un acteur qui fait partie des meilleurs élèves du marché, qu'on soit clair. Sixt fait partie aujourd'hui des enseignes les plus efficaces en matière de schéma de revenus et de location de véhicules, autant se comparer aux meilleurs. Et on voit qu'on arrive à réduire d'un peu plus de 30% nos charges d'exploitation à l'identique en termes de véhicules, notamment par l'absence d'agence, l'absence de personnel en agence, etc. Et d'un autre côté, on optimise le revenu par modèle, tout simplement parce que le fait d'apporter aux clients du service, le modèle garanti, l'accès 24/7, la livraison reprise en bas de chez soi, des options incluses dans les locations, de l'équipement, un véhicule qui est mieux équipé avec systématiquement le GPS, avec systématiquement un certain nombre d'options, qui nous amène, en plus d'avoir plus de revenus, nous amène cet effet cliqué. C'est-à-dire que les options, on s'habitue aux options d'un véhicule et à ce parcours client digitalisé, facilité finalement, eh bien, en s'habituant à ça, on n'arrive plus à revenir en arrière et on absorbe effectivement cet effet cliqué. Ce que vous voyez là, c'est l'évolution du volume d'affaires. Alors, sur la gauche, entre 2019 et 2020, ça nous a paru important de vous le mettre, puisque 2019-2020, on a tous connu finalement ce premier épisode pandémique qui nous est tombé dessus. Alors, les locations de véhicules traditionnels ont été particulièrement impactées, notamment tout ce qui était positionnement sur la location de trajet en aéroport. C'est vrai que notre positionnement urbain nous a permis d'absorber beaucoup mieux que les autres ce schéma, et notre réactivité d'un point de vue digital nous a permis d'amener de nouvelles offres avec finalement la consommation au kilomètre, des Parisiens qui sont partis se confiner un peu loin de chez eux et qui ont pu quand même profiter de leur voiture sur une durée plus longue avec du kilométrage. On voit qu'on a quand même fait évoluer notre volume d'affaires de près de 50% malgré cet épisode pandémique. Et sur la droite, ce qui est intéressant de noter, c'est que on est sur la comparaison entre premier semestre 2020, premier semestre 2021, et la différence réelle entre les deux, en termes de parc, elle a été d'à peu près plus 30% de parc, mais avec plus 30% de parc, si on a réellement pu faire plus 90%, donc près de 100% de volume d'affaires en plus, c'est principalement parce que entre la fin du S1 2020 et la fin du S1 2021, la différence s'est faite sur la partie digitale. C'est que on a lancé la nouvelle
version de l'application et avec derrière toute la partie algorithme qui permettait de proposer une solution de mobilité systématiquement aux clients, même sur les périodes les plus tendues. Voilà, ce que vous voyez ici, on reprend ici la croissance du chiffre d'affaires. On fait un focus particulier sur l'EBITDA ajusté qui était légèrement inférieur à 11% en 2019 et qui va dépasser les 18% en 2021 et qui sera encore un peu plus forte sur l'ensemble de l'exercice 2021. En termes de bilan, vous trouvez à l'actif la flotte de véhicules sur laquelle on va vous détailler le modèle économique et le modèle de détention. Donc cette flotte de véhicules qui représente un montant de 8 millions et demi pour à peu près 300 véhicules en moyenne sur l'année 2021. Et en face de cette flotte de voitures, on va trouver une dette obligataire pour un montant de 5 millions 6. Alors, les véhicules sont achetés, comme vous l'avez compris. Ils font l'objet d'un accord particulier avec les constructeurs avec qui nous travaillons aujourd'hui, BMW, Mercedes et Tesla. Ils sont achetés avec des conditions financières particulières qui sont négociées une fois par an en même temps qu'un plan de livraison annuel. Et puis, à l'issue de leur période de détention, cette période couvre une durée qui est comprise entre 6 mois et 12 mois, qui nous permet d'avoir des véhicules qui sont systématiquement des derniers modèles, toujours neufs, toujours moins de 20 000 km. Ces véhicules, à l'issue de leur période de détention, on va les restituer au constructeur à un prix qui aura été négocié au moment de l'achat. C'est donc un modèle qui est entièrement dérisqué, qui nous permet d'avoir un cycle de vie des voitures qui est particulièrement maîtrisé, tout en nous donnant une légère flexibilité pour nous permettre une utilisation variable entre 6 et 12 mois. Alors, en termes de stratégie de développement, avant de se lancer sur une notion d'IPO, on l'a vu, on a bouclé notre modèle économique, on a fiabilisé et optimisé le système, la plateforme servicielle, nos modèles de contrat avec les constructeurs, tout ce schéma-là. Il nous restait un dernier élément à faire, c'était finalement répliquer le modèle ailleurs, dans une seconde ville. Alors, on avait le choix de le faire soit dans une seconde ville en France, ce qui aurait pu être une idée, ça nous a traversé l'esprit, soit dans une seconde ville à l'échelle européenne. On a choisi la partie européenne pour deux raisons. D'une part, parce que le choix de Madrid était intéressant parce qu'elle combine un certain nombre de paramètres qui ont les mêmes indicateurs que Paris, en termes de schéma de densité de population, en termes de mobilité partagée. La micromobilité est très dense à Madrid, et c'est vrai que ces éléments de micromobilité aident au développement parce qu'on a une population qui est plus mature à ce niveau-là. Et derrière, donc, on a lancé Madrid en 9 semaines uniquement, c'est-à-dire qu'on a lancé 3 stations à Madrid, à l'étranger, en uniquement 9 semaines de A à Z, en incluant la partie traduction de l'application, publication sur les stores, mise en place de la fiscalité locale, des choses également en termes de contraintes locales comme le péage interne à Madrid. Et on voit que la réponse est extrêmement rapide. On s'est retrouvé le 17 mai à lancer l'application sur les stores espagnols. Le 19 mai, les voitures étaient livrées en station à Madrid, sur 3 stations différentes. Et dès le 21 mai, on avait déjà 3 réservations, 3 départs. Alors, pas une par station, on aurait bien aimé, mais 3 départs directement avec près de 1500 téléchargements, plus de 800 comptes clients créés avec lesquels on était capable de communiquer, donc une première communauté. Et derrière, un peu moins de 150 comptes qui avaient passé leurs 5 minutes à prendre leurs 4 photos pour s'enregistrer et être totalement autonomes dans leur expérience de location de véhicules digitales. Alors, l'idée, c'est effectivement de poursuivre ce développement, bien sûr, toujours en schéma dérisqué, c'est-à-dire de se baser sur les 5 plus gros marchés européens, ceux qui drainent effectivement le maximum de volume en Europe, que sont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. Et
pour être présent d'ici à 2025 dans 16 villes en Europe, avec quand même encore une majorité sur la partie France où le marché est extrêmement profond et qui draine un gros volet. En termes de flotte de véhicules, on va forcément faire augmenter la flotte. Alors, de deux manières. D'une part, on va augmenter le volume de véhicules avec nos partenaires actuels, mais également, on est en discussion pour intégrer des véhicules de Volkswagen Group, de Volvo et de Stellantis, toujours sur le même schéma. Le principe étant de bien choisir les véhicules, parce qu'un véhicule qui est un succès commercial sur la vente de véhicules neufs est un véhicule qui se loue bien, et toujours avec la même exigence en termes d'options, de manière à toujours garder ce schéma d'effet cliqué et de repeat du client, ce qui réduit d'autant nos coûts d'acquisition client. Derrière, on est sur une électrification accrue de la flotte. On a dépassé les 20% aujourd'hui. On continue d'avancer sur l'électrification de la flotte, sur toujours du plug-in hybride et du full électrique, de manière à accompagner tous les clients qui aujourd'hui ne roulent qu'en thermique, à les inviter à essayer la partie plug-in hybride, qui d'ailleurs, on le voit dans les résultats, finissent par derrière essayer la partie full électrique et effectivement capter la totalité du marché et être d'ici à 2025 en totale faible émission. Bien sûr, pour faire évoluer notre volume d'affaires, on a prévu également une stratégie d'acquisition client importante, c'est-à-dire que on a la stratégie d'acquisition client qui est gérée aujourd'hui en interne sur la partie acquisition digitale, qui nous permet d'avoir un coût d'acquisition client optimisé en fonction du ramp-up de la flotte. Derrière, on a commencé à intégrer une première brique de souscription, notre programme d'abonnement ou de fidélisation, vous l'appelez comme vous voulez. L'idée étant d'amener encore davantage de services et de disrupter un petit peu plus encore le marché de la location de voitures traditionnelles pour amener du service aux clients, ce qui va nous permettre encore une fois d'avoir un repeat beaucoup plus important. On est sur un repeat à plus de 3 aujourd'hui, contrairement à la location traditionnelle qui est plutôt à 1,2 sur le même schéma. Et donc, l'offre My to Cela, qui consiste sur la base d'un abonnement à 20 € par mois, à avoir systématiquement d'inclus dans votre location la livraison reprise à domicile, ainsi que des options telles que les chaînes neige, c'est d'actualité, pour tous les clients qui vont partir au ski cet hiver. Et enfin, derrière de l'acquisition client, alors toujours pareil, on va chercher dans ce marché profond qui est le marché des clients sur la location de voitures traditionnelles, en étant présent sur les comparateurs. Ils vont nous comparer directement à l'offre traditionnelle, en étant présent sur les comparateurs, et le fait d'avoir un schéma de réduction massive des charges fixes et d'optimisation sur la partie servicielle nous permet d'avoir des tarifications qui sont notamment en tête de Google très attractifs pour transformer le client la première fois, l'inciter à essayer le service, et on sait qu'une fois qu'il l'a essayé, il l'a adopté puisqu'il ne veut pas revenir en arrière. Et c'est ce qu'on a fait notamment avec BSP Auto, qui est un premier partenaire qui réalise un peu plus de 110 millions € de chiffre d'affaires en Europe, dans le monde, et qui est présent dans un peu plus de 110 destinations, chez qui on est le premier loueur 100% digital à être présent en comparatif des loueurs traditionnels. Une question juste sur les comparateurs. Aujourd'hui, vous avez quelques idées de la part de clients qui louent des voitures qui passent par les comparateurs? Globalement, alors sur les chiffres que je peux avoir, qui sont des chiffres, on va dire, d'expérience avec quelques études qui avaient pu être menées, on dirait qu'il y a à peu près entre 25 et 25% des clients, alors 25 à 30%, sachant que le schéma change un petit peu en fonction si on est sur uniquement du travel. Typiquement sur la partie aéroportuaire, la proportion elle est plus importante, et sur la partie urbaine elle est un peu moins importante, mais elle draine
de la communication. Par exemple, sur BSP Auto, ça nous a permis de mettre en place une offre. L'idée, c'est qu'on est un loueur urbain, principalement, mais on ne se prive pas d'aller chercher le marché du travel, mais sur un modèle, encore une fois, dérisqué. C'est-à-dire que, en fait, on adresse le marché du travel en livraison reprise en aéroport, ce qu'on a fait avec Madrid sur un premier essai et qui est très concluant. C'est que vous pouvez vous faire livrer votre véhicule directement à l'aéroport de Madrid et finalement vous avez un parcours client qui est encore mieux que le parcours si on était directement en contrat à l'aéroport, puisque on livre le véhicule sur le parking le plus proche de votre terminal d'arrivée. Le client prend sa voiture, il part, il revient sur le parking le plus proche de son terminal de départ, on récupère la voiture et termine. Voilà, comme vous l'avez compris, tout cela, c'est une plateforme servicielle, un modèle technologique qui nous a permis de disrupter le modèle économique de la location de voitures. C'est un parcours client qui nous amène une grande satisfaction des clients, largement supérieure à la majorité des loueurs traditionnels. Et le plan 2025, c'est un plan qui consiste tout simplement à doubler le volume d'affaires chaque année pendant 4 ans, un modèle que j'ai bien connu à l'époque chez Jardin de Catherine. Cette ambition va nous permettre de faire passer le chiffre d'affaires de 4 millions à 80 millions, avec une flotte qui va passer de 300 à 6 000 voitures. Les actions sont déjà engagées pour 2022, le développement de la flotte, bien évidemment, l'augmentation de la notoriété, et on la constate tous les jours depuis le lancement de l'IPO, puisque au grand désespoir de notre agence de communication digitale, l'agence de communication financière nous permet de créer plus de comptes clients aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais fait, avec une augmentation très significative, et puis la poursuite de cette excellence, de cette exigence opérationnelle. Les leviers de développement, c'est le renforcement de notre présence à Paris et à Madrid. On manque de voitures aujourd'hui pour satisfaire la demande, le déploiement dans de nouvelles villes, l'élargissement du portefeuille de marques et, comme le disait Panaï, l'électrification de la flotte, convaincu, comme nous le sommes, que les flottes seront 100% électrifiées d'ici à 2025. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Là, effectivement, il y avait déjà une question sur les fonds levés, hein, donc vous avez parlé de 5,5 millions d'euros. Il y avait l'idée de dire, par rapport à vos ambitions, 5,5 millions d'euros, est-ce que c'est suffisant et est-ce que vous avez envisagé, pourquoi pas dans 1 an, 2 ans, déjà d'autres étapes d'augmentation de capital? Écoutez, c'est absolument pas prévu pour le moment. Le modèle économique, comme je l'ai dit, est robuste et proche de la rentabilité pour 2021. Il le sera également pour 2022. Cette augmentation de capital, elle consiste principalement, du point de vue financier, à renforcer nos fonds propres, à crédibiliser notre action vis-à-vis de nos partenaires bancaires et des réseaux bancaires traditionnels, de manière à créer un effet de levier pour lever de la dette, pour financer les véhicules. Pour le reste, l'activité en tant que telle de tout cela est rentable et donc ne nécessite pas des apports de capitaux permanents ou réguliers. Donc notre plan, on doit pouvoir le réaliser, on va le réaliser avec cette augmentation de capital de 5,5 millions. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a bouclé la partie flotte, ce qui est d'ailleurs, pour le coup, pour ceux qui pourraient se poser la question, fait en ce qui concerne 2022. On a bouclé 110% de nos besoins flotte en 2022, de manière à anticiper des éventuels retards de livraison ou mouvements, et de manière à pouvoir éventuellement faire mieux que ce qu'on a prévu, puisque l'idée est là, hein. On aime tous les bonnes surprises. Et donc l'idée, c'est effectivement, une fois qu'on a bouclé la flotte, avec notre schéma d'acquisition client, la traction qu'on va pouvoir aller chercher avec la levée en termes d'acquisition client, de traction marketing, on va forcément partir sur un plan où on réalise le volume d'affaires d'année en année par rapport tout simplement à un schéma de mécanique d'augmentation de la flotte. C'est une question sur comment jugez-vous
la capacité des grands loueurs traditionnels, tout à l'heure vous avez parlé des performances de Six notamment, à vous copier et à s'adapter à ce modèle digital. C'est des gens que tu connais bien, ça. C'est des gens. Mais toi aussi, tu connais bien la capacité d'un gros groupe à se digitaliser en très peu de temps. Sur la partie groupe important qui se digitalise, je laisserai Eric répondre. Il en a eu l'expérience sur Jardin de Catherine. Quel que soit le marché, c'est exactement la même chose. Il y a cette inertie, il vous en parlera mieux que moi. En ce qui concerne la partie purement location de voitures traditionnelle, il se passe deux choses sur le marché. La première chose, on l'a dit en début de présentation, on est sur un marché qui croît. Ce qui veut dire que les loueurs traditionnels ont quand même un marché qui croît aujourd'hui sur leur marché traditionnel de départ. Ce qui veut dire que ils ne se sentent pas en nécessité absolue à date de se digitaliser, puisque techniquement, tout va bien, il y a des croissances de 2, 3, 4%, mais effectivement, en ne se digitalisant pas, ils n'absorbent pas la croissance de 11%. Derrière, leur schéma est rarement sur un principe de je transforme totalement l'existant. C'est-à-dire que c'est des investissements lourds, c'est quelque chose d'important. On a la même activité au titre APE, code APE du terme, on a la même activité. Par contre, on ne fait pas le métier de la même manière, structurellement parlant. Ce qui veut dire que on est sur des changements structurels où on a quelques années d'avance. Effectivement, le schéma des groupes internationaux sur ce principe-là a toujours été de se dire, au moment où je serai contraint de me digitaliser, d'évoluer sur cette partie-là, je regarderai le marché et je rachèterai potentiellement un plus petit que moi. Je confirme, les grands groupes ont peur de l'inconnu. Et tout cela, c'est pas seulement, comme je le disais tout à l'heure, un parcours client entièrement digitalisé. C'est également un modèle économique qui est totalement disrupté. Les groupes dont on parle sont des groupes qui sont cotés en bourse. Ils ont besoin de délivrer leurs promesses. Et je ne connais pas un seul groupe, c'était le cas également pour Monsieur Bricolage, qui ait cette capacité de partir à l'aveugle avec un modèle économique radicalement différent. C'est juste impossible, les transitions sont lentes, personne n'est prêt à prendre ce risque-là, et je pense que ça sera le cas aussi pour les groupes dont on parle dans la location de voitures. Alors, vous avez beaucoup parlé aussi d'algorithmes, de digital. Alors, il y a quelques questions sur l'aspect sécuritaire. Où est-ce que c'est stocké? Quel risque en cas de cyberattaque? Voilà. Stockage de données notamment aussi. Alors, je réponds là-dessus. Oui. Là-dessus, c'est assez simple. On ne stocke rien directement chez nous pour des questions purement de sécurité. Comme on a pu le voir sur le schéma de nos briques digitales, on est directement au travers d'un socle API, directement connecté au plus grand nom en ce qui concerne le stockage de données, de manière à avoir des données qui sont stockées systématiquement à l'extérieur et systématiquement en données cryptées. Ce qui veut dire qu'on est assuré pour la cybercriminalité, mais en réalité, le risque qui nous incombe directement fait qu'on n'a aucune donnée qui est directement chez nous. De la même manière, en ce qui concerne nos prestataires, on leur délivre une application propriétaire qui est la nôtre, ce qui fait que également à ce niveau-là, en fait, les prestataires, on ne transfère aucune donnée à ces prestataires, ils doivent fonctionner directement avec notre appli et donc on est en vase clos directement en termes de sécurisation. D'accord. Il y avait aussi des questions sur est-ce que vous avez une offre B2B adressée à des entreprises, par exemple? Oui, on a une offre. Alors, une partie de notre clientèle aujourd'hui est une clientèle B2B, principalement tout ce qui va être profession libérale. À aujourd'hui, on a des briques qui sont prêtes à être adressées en termes de B2B. La difficulté à date, finalement, c'est juste de pouvoir l'adresser, c'est-à-dire que
Comme le disait Eric, finalement aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec toute la clientèle B2C et le repeat de cette clientèle, on occupe la totalité de notre flotte. Dès l'instant où on va pouvoir effectivement augmenter la flotte de manière significative et la traction de cette levée de fonds va nous permettre de le faire, eh bien, à ce moment-là, on sera d'autant plus capable, en fait, de délivrer nos offres B2B qui sont déjà prêtes. On a également des entreprises qui ont ce qu'on appelle la carte pro à l'intérieur de l'application, ce qui permet sur un compte d'avoir et une carte bancaire personnelle pour l'utiliser à titre personnel et une carte bancaire virtuelle professionnelle qui permet effectivement d'utiliser sur le schéma d'un compte B2B d'une entreprise en intégrant également la notion de crédit mobilité. Avant d'aller peut-être plus précisément sur les modalités de l'opération, encore une question un peu générale. Quelles sont les prochaines villes ciblées? Est-ce que vous avez aussi, pourquoi pas, un chiffre de part de marché à horizon 2025-2030 sur le marché français ou sur les pays que vous visez? La part de marché aujourd'hui n'est pas un élément qu'on retient. On est sur un marché qui pesera 20 milliards d'euros en 2026. Le marché français sera au-delà des 3 milliards d'euros. Notre ambition finalement est très raisonnable en allant chercher 80 millions d'euros. Donc vous voyez que la part de marché n'est pas un élément significatif. On est un petit aujourd'hui. Et à 80 millions, on sera toujours un petit dans le marché, tellement il est profond. C'est assez simple en termes de résumé. Je peux difficilement le résumer aussi vite. Mais effectivement, c'est une réalité. On est sur un marché qui croît et il est extrêmement profond. En termes de villes, on a identifié aujourd'hui, d'ores et déjà, un certain nombre de villes. On est prêt. On a déjà des contacts avec les parkings, avec des parkings sur place. On a identifié notamment les villes de Londres, Milan, Barcelone, Munich. Donc, en fonction effectivement des opportunités et finalement du calendrier idéal pour le développement de l'activité, on partira sur l'une ou l'autre en priorité. Mais on a déjà des contacts avec les parkings. C'est vrai que les parkings nous accueillent assez facilement dans la mesure où sur ces grosses agglomérations où il y a de la tension, où finalement il y a de la réglementation sur la propriété des véhicules, sur beaucoup de ces villes comme à Paris, on a des normes qui font que on passe de plus en plus de la propriété à l'usage. Ça devient un enfer d'être propriétaire et ça devient très coûteux d'être propriétaire de son véhicule sur ces grosses villes. Et donc, il y a une désertification qui existe au niveau des parkings souterrains, ce qui fait que dès qu'on arrive, ils nous accueillent globalement assez bien pour nous dédier des places, pour nous dédier des bornes. Et là encore, on a un avantage par rapport à la location traditionnelle puisque on demande des bornes, on en a, et c'est pas nous qui les finançons. D'accord. Alors, on a sous les yeux depuis tout à l'heure les principales caractéristiques de l'opération. Oui. Effectivement, avec une fourchette négative de prix entre 2,85 et 3,85. Alors, juste, je vais prendre la main pour vous montrer juste sur EasyBourse comment ça se passe. Alors, je rappelle juste que sur EasyBourse, il n'y a pas de frais de courtage quand on participe à une introduction en bourse. Donc là, en principe, vous voyez le site EasyBourse où je suis connecté en tant que client. Et alors, dans votre messagerie, il y a un message qui est mis à chaque fois qu'il y a une nouvelle introduction en bourse. Et donc là, en l'occurrence, vous pouvez facilement retrouver un message qui a été mis il y a 2 jours. Et effectivement, là, il suffit de regarder effectivement ce message qui propose l'opération. Il y a une page spéciale et il y a souscrire. Et donc, la souscription se fait en ligne. Il n'y a pas besoin d'envoyer un formulaire, un PDF ou de renvoyer ça. Et donc là, vous mettez le nombre d'actions que vous souhaitez en indiquant bien sûr quel compte. Si vous avez un PEA, un compte titre, un PEA, PME, il faut choisir un compte parmi vos différents comptes pour que ce soit bien clair, puis vous validez, et puis l'ordre est transmis, et puis c'est tout. Voilà, tout simplement. Voilà, donc pas de frais de courtage. Et puis effectivement, vous avez jusqu'au 13 décembre
pour participer à cette introduction en bourse et vous lancer dans l'aventure de tout cela. Je vais peut-être prendre encore une ou deux questions, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, j'ai tout répondu. Une petite question, est-ce que pour les actionnaires de tout cela, est-ce qu'il y aura des conditions préférentielles envisagées? Vous pouvez faire des promesses, hein. On n'a pas encore réfléchi, mais on va y penser parce que on aime avoir des clients heureux, on aime avoir des investisseurs heureux. Et donc, si on peut avoir à la fois des investisseurs et des clients, tous les deux heureux, eh ben on aura parfaitement réalisé notre métier. D'accord. Alors, est-ce que il y a quelques questions relatives au marché de la production automobile mondiale? Voilà. Est-ce que la répercussion que ça peut avoir sur tout cela? Et deuxièmement, dans la même veine, est-ce qu'un partenariat est prévu ou non avec Tesla? Et encore une fois, une autre question, vous répondrez tout globalement. Pourquoi ne pas être passé tout de suite 100% électrique? Pourquoi attendre? Alors, les trois questions sont très intéressantes. Alors, je vais répondre dans l'ordre le plus rapide. Tesla, on est déjà partenaire dans le sens où on propose déjà des véhicules de marque Tesla, le modèle 3 pour ne pas le citer, au sein de la flotte. En ce qui concerne le marché de la production automobile mondiale, il est aujourd'hui touché et impacté de manière significative par la crise des semi-conducteurs, mais le principe est effectivement que les prévisions consistent à dire que cette crise va toucher les constructeurs encore sur globalement jusqu'au deuxième semestre 2022, et ils ont des prévisions plutôt optimistes sur la fin de l'année, voire sur 2023. Par contre, nous concernant, pour éviter d'être effectivement impacté par ça, on a d'ores et déjà opéré les ajustements nécessaires, c'est-à-dire qu'on a fait trois choses. La première, on a négocié des potentielles prolongations de contrats sur la flotte actuelle qu'on a. On a ensuite déjà bouclé, comme je le disais, 110% de notre volume d'affaires nécessaire en termes de flotte de véhicules pour l'année 2022, c'est-à-dire que le plan de flotte de toute l'année 2022 est bouclé au-delà de ce qui est nécessaire, de manière à éviter tout impact. Et pour ce faire, ce qui était déjà prévu à l'origine, mais qu'on a effectivement continué, on a augmenté, on a élargi un petit peu l'offre de véhicules, parce que l'idée, c'est effectivement d'élargir l'offre de véhicules avec de nouveaux constructeurs, de nouveaux modèles, pour élargir aussi son marché. Bon, ça c'est pour la partie crise des constructeurs. Et la dernière question, c'était sur... Il y avait pourquoi ne pas faire 100% d'électrique? Oui. Pourquoi ne pas faire 100% d'électrique? Alors, tout de suite, on en serait ravis. Ouais, on en serait ravis. La seule chose, c'est que on a besoin d'accompagner les clients. Tout le monde n'est pas aujourd'hui full électrique ready. C'est-à-dire que vous avez encore un certain nombre de réminiscences d'anxiogènes sur la partie autonomie de véhicules, etc. Alors, on en règle une partie en proposant des véhicules comme les modèles 3 qui ont 600 km d'autonomie, mais tout le monde n'est pas totalement informé et n'est pas complètement prêt. C'est pour ça que tous les renouvellements de véhicules aujourd'hui se font sur du véhicule plug-in hybride, donc hybride rechargeable, avec des autonomies minimum de 50 km, de manière à ce que les clients puissent rouler en agglomération, en ville, en full électrique, et en sortant de Paris, en sortant de la ville, finalement rouler sur du thermique, sur la partie autoroutière par exemple, qui est la partie où vous consommez le moins de carburant et le plus d'électrique quand vous êtes en électrique, et derrière retourner en mode électrique quand vous arrivez à l'agglomération. Par contre, l'idée c'est quand même d'accompagner les clients, de capter la totalité du marché qui est extrêmement profond, et donc on a une responsabilité d'éducation à ce niveau-là pour le marché. Très bien.
Merci. Il y avait juste une petite question rapide avant de clôturer sur la réduction d'impôt. Alors, je précise juste que cette réduction d'impôt, ce n'est pas si vous investissez avec un PEA ou un PEA-PME. Il faut le faire avec un compte titre. Voilà, les dispositifs fiscaux du PEA ou du PEA-PME ne sont pas cumulables avec cette offre à la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu. Alors, et bon, écoutez, voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Je remercie beaucoup tous ceux qui ont posé des questions. Je vais juste encore vous montrer la slide finale. Effectivement, EasyBourse, si vous avez des questions complémentaires sur le service, bien sûr, il y a notre numéro vert. Si vous n'êtes pas encore client EasyBourse, si vous êtes déjà client, eh bien, le service client 01 45 61 90 00 pour toute question relative à cette opération ou au fonctionnement de votre compte. Voilà. Donc, encore une fois, merci à tous les participants. Merci à vous, Eric et Panayotis, pour vos explications très claires. Voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et donc, à bientôt sur le site EasyBourse. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.